Bonjour à tous. Donc le webinaire va démarrer. Donc moi je suis Virginie Sivan, donc je fais partie du point de contact national santé et je suis aussi représentante au comité de programme santé. Et donc nous allons faire le webinaire aujourd'hui avec Sophie Descamps, qui est coordinatrice du PCN. Alors, l'objectif ici, c'est aujourd'hui, c'est de vous présenter les prochains appels à projets, les derniers appels à projets du programme Horizon 2020. Alors, je vous rappelle le principe du webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Donc, n'hésitez pas, en fait, pendant la présentation, on pourra vous répondre en ligne directement. Le PCN organise 5 webinaires là, sur le mois de septembre pour vous présenter de manière un peu plus précise les derniers appels à projets d'Horizon 2020. Alors, le programme de ce webinaire est le suivant. Alors, donc on va commencer par un rappel sur les règles de participation. Ensuite, on vous fera la présentation des appels à projets donc, de ce webinaire. Il y a déjà eu un premier webinaire sur les maladies infectieuses. Aujourd'hui, on va se focaliser sur deux priorités, sur la médecine personnalisée et sur une deuxième priorité qui est décoder le rôle de l'environnement dans le changement climatique pour la santé et le bien-être. Donc, on vous parlera des appels à projets, des 5 appels à projets en fait, qui sont dans ces deux priorités-là. Donc, il y a deux appels à projets de recherche et 2 actions de coordination et de support. Et enfin, on vous dira quelques mots sur la recherche de partenaires, comment optimiser votre recherche de partenaires. Donc, on va démarrer par un rappel sur les règles de participation. Donc d'abord, pour participer à un appel à projet Horizon 2020, vous devez constituer un consortium avec un minimum de 3 entités légales de 3 États membres ou États associés différents. Donc sur la droite, vous voyez que donc, les États membres sont en vert sur la carte et les États associés en mauve. Ce qui est important, c'est que toute entité légale peut participer. Donc toute entité légale de n'importe quel pays. Mais par contre, pour ce qui est du financement, la Commission européenne va financer uniquement les entités légales qui sont établies dans les États membres ou les États associés. Alors il y a un certain nombre d'exceptions à ça. La première exception qui est importante parce qu'elle est spécifique au programme santé, c'est que tous les partenaires américains peuvent participer et sont financés par l'Europe. Donc c'est une règle de réciprocité, ce qui fait que les Français peuvent également participer au programme américain NIH. Après, il y a le cas spécifique de la Grande-Bretagne, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, pour les États tiers, certains pays peuvent être financés, donc on vous a mis le lien vers la liste de ces pays, ou alors la Commission peut également financer des pays quand elle le précise en fait dans les appels à projets. Alors, donc un petit focus sur la coopération internationale. Donc, comme je vous le disais, toutes les lignes d'appel sont ouvertes à la coopération internationale. Et d'ailleurs, cette coopération internationale est poussée par la Commission européenne. Donc, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Il y a un mécanisme de cofinancement qui est possible avec certains pays comme l'Australie, le Brésil, le Canada, etc. Et puis, comme je vous le disais, certaines lignes d'appel vont cibler des pays spécifiques. Donc, l'objectif est, dans ce cas, de stimuler une coopération dans un domaine particulier. Donc, c'est le cas pour différents appels. Alors, le cas du Brexit. Donc, quelques mots sur le Brexit. Et du coup, quelques recommandations.
alors, vous savez qu'aujourd'hui, on aura plus d'infos, on devrait avoir plus d'infos le 31 octobre sur la place en fait du Royaume-Uni au niveau de l'Europe. Alors, si si un accord est signé entre le Royaume-Uni et l'Europe, dans ce cas-là, il n'y a aucun changement en fait pour la participation des Britanniques dans le programme. C'est-à-dire que le Royaume-Uni reste complètement éligible sur tous les appels à projets d'Horizon 2020 et tous les projets seront financés jusqu'à leur terme. En revanche, s'il n'y a pas de signature, donc en cas de no deal, le Royaume-Uni deviendrait pays tiers et dans ce cas-là, il serait considéré comme tel dans les projets, donc ça pose un problème d'éligibilité des consortiums. Donc ce qu'on vous recommande en fait aujourd'hui, c'est que quand vous montez un projet avec un partenaire du Royaume-Uni, ce qui est important, c'est d'avoir un consortium qui est constitué de 3 entités légales établies dans 3 États membres ou États associés, et vous rajoutez dans ce cas-là le partenaire du Royaume-Uni pour éviter, en cas de no deal, un problème d'éligibilité de votre consortium. Voilà, en cas de no deal, le Royaume-Uni ne sera plus éligible aux actions individuelles. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le Trésor britannique assurera le financement des partenaires britanniques dans les projets qui auront été financés jusqu'à la fin en fait, des projets Horizon 2020. Mais encore une fois, attention à l'éligibilité de votre consortium. Alors, concernant le défi santé, donc ici vous avez les budgets qui sont représentés depuis 2014 jusqu'à 2020. Donc vous voyez que sur le dernier programme 2018-2020, on a une augmentation importante du budget. Donc c'est vraiment le moment de postuler. Surtout que là, ce sont les budgets annoncés, mais pour le programme 2019, par exemple, là, on a eu une rallonge de budget de plus de 20%. Donc, il y a vraiment une augmentation du budget. Donc, vraiment, c'est le moment de se positionner sur ces derniers appels. Donc, les appels de 2009 sont clos, évidemment. Donc là, on parle des appels 2020. Alors, la structure du programme de travail. Donc, on a le programme de travail santé, il est divisé en 3 calls. Donc, un premier call sur la santé, le soin, la croissance économique et les systèmes de soins durables, dans lequel vous avez 6 priorités. Et puis, vous avez 2 autres calls qui sont plus orientés sur le ICT. Donc, le premier call, c'est sur la transformation digitale dans la santé et le soin. Et le deuxième call, c'est sur les solutions digitales et la cybersécurité dans la santé et le soin. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur les 2 priorités, médecine personnalisée et décoder le rôle de l'environnement pour la santé et le bien-être. Et donc, on va vous parler des appels qui sont proposés dans ces 2 priorités-là. Ici, vous avez une slide qui vous rappelle les différents types d'actions qui sont financées dans le programme Horizon 2020. Donc, dans ce qu'on va vous présenter, vous avez des RIA, donc des actions de recherche et d'innovation, qui sont avec un taux de financement à 100%. Et puis, vous avez également des actions de coordination et de soutien, donc là, qui sont également financées à 100%. Ce sont des actions qui ne vont pas financer de la recherche, mais qui vont financer des activités complémentaires de type, alors il y a beaucoup de coordination, de mise en réseau, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas la recherche qui est financée dans ces projets-là. Je passe sur ces types d'actions-là dont on ne va pas parler aujourd'hui. Alors, la structure du programme de travail. Alors, le calendrier.
Alors, ce qui est important de retenir là par rapport à toutes les dates que vous avez, c'est que les appels à projets dont on va vous parler aujourd'hui, ce sont des appels à projets en une seule étape et la deadline, c'est le 7 avril 2020. Vous voyez qu'il reste encore des appels à projets dont les deadlines sont en septembre, le 24 septembre 2019 ou le 13 novembre 2019, mais aujourd'hui on se focalise sur des appels en une étape dont la deadline est le 7 avril 2020. Ce qui est important de voir dans ce programme, c'est qu'il y a, donc vous voyez, il y a 16 projets de recherche et d'innovation. Il y a 14 actions de coordination et de support, ce qui est beaucoup. Donc, en fait, on a dans ce programme-là, il y a une préparation finalement du prochain programme cadre Horizon Europe par CCSA. C'est vrai qu'en finançant des actions de coordination, la Commission européenne en général, elle prépare elle prépare les prochains appels. Donc c'est vrai que ces actions-là préfigurent les prochains appels à projets qui seront publiés. Donc c'est vraiment important de se positionner, même si ce ne sont pas des actions de recherche, c'est important que la France soit présente dans ces activités-là, parce qu'ensuite, les partenaires qui participent à ces activités sont au premier plan. D'abord, ils peuvent être sollicités pour l'écriture des appels à projets. Et puis, ils sont au premier plan ensuite pour répondre aux appels qui sont publiés. Alors, eh ben, je vais passer la parole à Sophie, qui va démarrer sur la première priorité. Bonjour. On va commencer par la priorité 1, donc ce qui est dédié à la médecine personnalisée. Donc l'ensemble des appels de cette priorité a pour objectif donc, de délivrer des soins personnalisés, donc, comme son nom l'indique. Il y a eu plusieurs appels qui ont ciblé vraiment un large spectre de maladies. Il y a eu des choses sur les maladies complexes, chroniques, maladies rares, etc. Et cette priorité, elle s'inscrit dans un cadre politique assez précis et qui est notamment cadré, on va dire, par un consortium qui s'appelle le International Consortium on Personalized Medicine, qui est justement à l'origine une action de coordination financée par la Commission et qui est très souvent citée en fait dans le programme de travail. Ils font référence à cette action. Il faut en fait s'aligner sur les stratégies et ce qui est déjà développé, et notamment sur leur plan d'action qui est également cité. Donc si vous êtes intéressé par ces appels, c'est important d'aller voir un peu ces documents. Donc le premier appel de cette catégorie, c'est une RIA, donc une action de recherche. Alors là, c'est un gros projet par rapport à la moyenne qu'on peut voir sur le défi santé, puisque c'est des projets de 8 à 15 millions. Il y en aura entre 2 et 5 financés, puisque le budget total sur la ligne est de 40 millions. Il s'adresse aux outils de diagnostic digitaux. Donc l'idée, c'est de développer des nouveaux moyens qui vont permettre d'arriver à un outil clinique, un outil d'aide à la décision clinique, pardon, dans une pathologie donnée. Donc l'idée, c'est vraiment de développer, donc sur la forme, il n'y a pas de prescription, ça peut être un outil, une plateforme, un service, un hardware, enfin tout est ouvert. Mais l'idée, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision et une description complète du statut de santé d'un patient. Et ce qui est attendu, en fait, c'est un moyen de diagnostic qui va intégrer toutes les datas qui proviennent de différents moyens diagnostiques déjà existants sur une pathologie donnée. Donc ça peut être des datas de type image, de type dossier patient, des données omiques qui proviennent de tests labo, des tests in vitro, in vivo, tout est ouvert. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer toutes ces datas, c'est vraiment les datas pertinentes pour la pathologie que vous étudiez.
Mais l'idée, c'est voilà, rassembler tous les moyens diagnostiques et faire un méta-outil diagnostique qui rassemble toutes ces datas. Donc il faudra travailler sur évidemment le besoin réel des praticiens, des cliniques. Et dans le projet, il faut également une phase de test et de validation en vie réelle dans des centres pilotes de la solution du moyen diagnostique que vous développez. Il faudra également s'intéresser à la manière dont toutes ces datas vont être retranscrites, et donc développer une interface machine-homme intelligente, voilà, qui va permettre en une visualisation de manière simple aux cliniciens de faire un diagnostic basé sur les résultats. Donc l'impact attendu, dans un premier temps, il est un peu économique puisque il est important d'impliquer des PME, puisque ici la Commission veut améliorer la position de l'Europe dans le domaine des technologies, d'instruments médicaux et de diagnostic. Évidemment, l'idée aussi derrière, c'est d'améliorer la durabilité et la qualité des systèmes de soins, parce que si vous avez un meilleur diagnostic plus rapidement, on voit tout de suite les économies qui peuvent être faites derrière. Et donc, ils répètent dans les impacts de contribuer donc, à la croissance des PME en Europe dans ce secteur. Donc, très important d'avoir des PME dans cet appel. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la solution que vous proposez dans cet appel, c'est vraiment libre en termes de format, si je puis dire, d'outils. Donc ça peut être un logiciel, une plateforme de service, un hardware, pardon. Donc c'est très libre. Pareil pour les data, c'était une question qui était posée, parce qu'il y a certaines pathologies où il y a pas du tout certains types de data, peut-être certaines pathologies, il n'y a pas d'imagerie, certaines pathologies où ça va être que de l'imagerie, etc. Donc ça c'est pareil, c'est ce qui est pertinent pour ceux que vous étudiez. Et ce qui est important de préciser, c'est que dans cette table, il n'y a pas de niveau TRL précisé. Mais la précision qu'on a eue, c'est que quand même, ça reste un RIA, donc il y a de la recherche, mais l'objectif du projet, c'est vraiment d'amener votre solution le plus proche possible du marché à la fin du projet, donc vraiment viser un TRL assez élevé à la fin. Voilà, et donc pour ce qui est du contexte politique, donc je l'ai un peu décrit, c'est vraiment dans le cadre donc, du plan d'action sur la médecine personnalisée qui a été établi par le consortium ICPERMED, et je vous ai remis ici en fait une partie de ce plan d'action qui décrit vraiment l'intérêt de développer des outils d'aide à la décision pour les praticiens. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on vous a un peu listé des exemples de projets qui ont déjà été financés dans le cadre de H2020. Donc c'est pas exhaustif, c'est vraiment pour vous donner une idée. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans le programme de travail 2014-2015, il y a eu pas mal d'appels sur le développement de nouveaux moyens diagnostiques pour quelques maladies que ce soit. Et dans le programme de travail ensuite 2016-2017, là, on était plutôt sur plusieurs CSA, donc pour un peu standardiser, établir des standards sur les moyens diagnostiques. Et là, sur le Work Programme actuel, on est plutôt sur des TRL plus élevés avec intégration des données et augmentation de TRL. Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que vraiment cet appel, il n'est pas fait pour développer un nouvel outil de diagnostic précis, mais vraiment pour améliorer l'ensemble des moyens diagnostiques actuels pour une maladie donnée. Donc on va passer maintenant à un deuxième appel à projet. Alors
là, vous avez une présentation. Sophie vous a présenté le seul appel qui va financer de la recherche dans cette priorité-là. Et ensuite, dans cette priorité, on a 3 actions de support et de coordination. Alors, la première action, c'est une action qui vient en support du consortium international sur la médecine personnalisée, ICPermed. Sophie vous en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un consortium dont le but est vraiment de coordonner et de favoriser le développement de la médecine personnalisée. Donc, ils ont notamment publié un plan d'action sur lequel la commission se base en fait pour lancer un certain nombre d'appels à projets. Ils organisent des workshops, ils font beaucoup de communication également. Donc, c'est vraiment un think tank sur la médecine personnalisée. Et depuis le début du programme, en fait, la commission finance des actions de coordination pour soutenir justement cette initiative. Alors, ici, on a, bon alors on entend, enfin, bien sûr, par médecine personnalisée, c'est vraiment la caractérisation du phénotype et du génotype du patient pour adapter de manière personnalisée soit une stratégie thérapeutique, soit déterminer une prédisposition à une maladie, soit faire de la prévention ciblée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la médecine personnalisée, elle s'applique principalement au cancer et aux maladies rares, mais beaucoup moins aux autres maladies. En plus, il y a un vrai problème, un vrai enjeu de standardisation des approches dans tout ce qui est médecine personnalisée. Donc ça va des prélèvements jusqu'aux essais cliniques et aux modèles de remboursement. Donc ces enjeux-là, justement, ils sont beaucoup discutés au sein d'ICPermed. Alors aujourd'hui, enfin en tout cas pour cet appel-là, la Commission européenne, en fait, propose deux axes pour ces actions de coordination et de support. Alors, il y a un premier axe, donc vous voyez, c'est le numéro 2, c'est ICPermed secrétariat. Donc ça ne va pas vous intéresser spécifiquement parce que l'objet, c'est vraiment de poursuivre en fait le financement du secrétariat de cette initiative. Donc là, à moins d'être directement impliqué dans l'initiative, vous n'êtes pas concerné par ce point-là. En revanche, la Commission propose également en fait de développer les aspects internationaux. Donc l'objectif c'est vraiment de développer les liens avec l'international. Alors il y a déjà eu des actions qui ont été financées pour développer les liens avec, alors déjà dans ICPermed, il y a le Canada et le Brésil qui sont présents. Il y a des actions qui ont été financées pour financer des liens avec la Chine, par exemple, et puis avec les pays CELAC, donc les pays latino-américains. Et là, sur cette action-là spécifiquement, la Commission fait un focus sur l'Afrique. Donc l'objectif, c'est de développer des liens avec l'Afrique. Donc ça veut dire, dans cette action, l'objectif, c'est vraiment d'analyser le potentiel de collaboration avec les pays africains, donc tous les pays africains, enfin, je veux dire, il n'y a pas de focus particulier sur la thématique de la médecine personnalisée. Pour justement, l'idée c'est toujours de pouvoir promouvoir les standards au niveau international. Alors, ce qui est important aussi dans ce projet-là, c'est d'avoir des collaborations en fait avec des initiatives qui existent déjà, comme l'Alliance sur les maladies chroniques ou EDCTP. Donc EDCTP, qui est un outil de financement de la Commission pour financer des essais cliniques en Afrique subsaharienne. Donc il faut aussi s'appuyer sur, enfin, en tout cas, créer des liens avec ces deux initiatives-là. C'est un projet qui doit durer au moins 4 ans.
Et donc l'idée, en fait, c'est qu'il ne se termine pas au bout de 4 ans, enfin quand il ne sera plus financé, mais il faut également imaginer des systèmes pour pouvoir collaborer au-delà de ces 4 ans. Alors, au niveau budget, la Commission a prévu sur cette ligne un budget de 4 millions d'euros et elle financerait des projets à hauteur de 1,5 à 2 millions d'euros. Donc là, typiquement, on aurait un projet sur cet aspect international et un projet pour le secrétariat PERMED. Alors, les impacts attendus sont les suivants. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'intégrer des pays, donc avoir une ouverture internationale d'ICPERMED, donc d'intégrer des pays autres que les pays européens dans ce système-là. Et puis, voilà, faire en sorte que le secrétariat se poursuive, le secrétariat d'ICPERMED se poursuive. Donc ça, c'était la première action de support et de coordination. Oui, là, sur cette diapositive, on reprend le fait effectivement qu'il y a déjà des choses qui ont été financées dans les pays latino-américains et en Afrique, enfin pour développer déjà ce type de collaboration-là. Et ici, vous avez la liste des projets qui ont déjà été financés par la Commission européenne pour soutenir justement ICPERMED. Donc voilà, vous avez la liste et vous voyez que la France, enfin là sur le dernier appel à projet, la France a coordonné un projet, enfin ECRIN coordonne un projet, mais c'est vrai que la France n'est pas forcément très présente sur ces CSA qui pourtant sont vraiment importantes comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ensuite, donc on passe à un deuxième appel à projet, donc toujours une action de coordination et de support. Donc là, c'est un call qui est à destination des pays de l'UE 13. Donc on est vraiment sur un call dont l'objectif est de réduire les disparités entre les pays de l'Union européenne. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des différences importantes en termes de recherche et innovation entre les différents pays et les régions en Europe. Et ces disparités, en fait, elles se traduisent notamment par une faible participation des pays donc, qui ont une recherche et développement moins développée, une faible participation au programme Horizon 2020. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui sont déployés pour faire en sorte de réduire ces différences entre les pays. Donc il y a les financements FEDER, il y a un programme spécifique qui s'appelle Spreading Excellence and Widening Participation. Donc ça c'est vraiment un programme spécifique. On a aussi des actions COST, donc c'est des actions qui vont financer la mise en réseau d'organismes de recherche et d'universités, donc pour favoriser justement le passage le montage de projets ensuite sur les programmes Horizon 2020. Mais c'est vrai que donc, malgré en fait tous ces investissements, on se rend compte qu'il y a toujours effectivement ces disparités importantes. Parce qu'en fait, ces investissements sont efficaces quand les pays ont les structures de gouvernance et les politiques scientifiques et en ressources humaines adaptées en fait, pour favoriser ce développement-là. Donc ce call, il a pour but de soutenir les organismes qui sont dans des régions à faible revenu et qui veulent mener des réformes structurelles pour améliorer leur performance en recherche et innovation. Alors, le scope, c'est vraiment de proposer des actions pour améliorer les performances en recherche et innovation de ces organismes.
et augmenter au final leur participation au Horizon 2020. Avec pour but, toujours ces actions, elles ont toujours pour but de renforcer la recherche et l'innovation, améliorer la gouvernance, donc dans ces organismes, les pratiques managériales ou administratives. Ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte que ces organismes-là aient une ouverture à l'international plus importante, développer les politiques RH, faire en sorte de retenir en fait les talents dans ces organismes ou les faire venir en fait dans ces organismes. Et les bénéficiaires de ces actions doivent d'abord être actifs dans le domaine de la recherche et l'innovation et venir d'un pays à faible revenu. Donc en fait, dans cet appel à projet, évidemment peuvent participer d'autres pays, mais l'objectif c'est de développer des actions pour les pays de l'UE 13. Alors au niveau des impacts, donc les impacts sont très clairs, c'est vraiment d'augmenter, de faire en sorte qu'il y ait moins de disparité entre les pays au niveau recherche et innovation et de faire en sorte que les pays de l'UE 13 participent plus au programme Horizon 2020. Alors au niveau budget, on a sur cette ligne-là un budget total de 2 millions d'euros avec par projet 1,5 à 2 millions d'euros. Donc typiquement sur cette ligne-là, il y aurait un projet financé sur la ligne. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est que tous les pays peuvent participer peuvent répondre à l'appel à projet, mais les actions qui seront développées seront à destination des pays de l'UE 13. Ici, vous avez un certain nombre, vous avez les projets en fait qui ont déjà été financés, puisqu'en fait depuis le début d'Horizon 2020, on a dans le programme santé ce type d'action de support justement entre les pays. Donc on a déjà entre les pays. Donc il y a déjà 2 appels à projets qui ont donné lieu à 3 projets qui sont financés. Et vous voyez, il y a des projets qui sont coordonnés par l'Espagne et l'Allemagne. Et donc il y en a un qui est coordonné par la Tchéquie. Alors, le troisième appel à projet, donc c'est à nouveau une action de coordination et de support. Donc là, on change de sujet. Alors, au niveau des budgets, on a toujours, donc là, on a toujours le même type de budget, 2 millions d'euros, avec par projet 1,5 à 2 millions d'euros. Donc là, on aura aussi vraisemblablement un projet qui sera financé. Donc ici, on est donc c'est une action de coordination pour le microbiome humain en Europe et au niveau international. Alors, le constat que fait la Commission, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont financés dans le domaine du microbiome humain. Donc, c'est des projets, évidemment, qui ouvrent des perspectives vraiment très intéressantes, notamment pour le développement de la médecine personnalisée. Mais par contre, la grande difficulté, c'est de pouvoir comparer les résultats de ces différents projets, parce que ces projets vont utiliser des méthodes, des standards, des modes opératoires différents. Alors, il y a un consortium qui s'appelle donc l'International Human Microbiome Consortium et d'autres initiatives qui cherchent à mettre en place des standards communs. Donc, il y a un gros travail qui est déjà fait là-dessus. Et ce que constate la Commission, c'est qu'il y a également beaucoup de projets qui sont financés à la fois au niveau européen et au niveau international, et qu'on a du mal en fait à voir qui fait quoi. Donc l'enjeu en fait, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à éviter la redondance des projets pour optimiser finalement les financements, à la fois les financements européens et internationaux. Donc l'objectif de cet appel, c'est de favoriser finalement les collaborations entre les différents programmes et les initiatives qui existent déjà
sur le microbiome humain, à la fois au niveau européen et à l'international. Donc on parle du microbiome humain, mais la Commission insiste sur le fait qu'il faut regarder aussi les initiatives One Health, donc qui inclut à la fois le côté humain, environnement et animal. Alors, toutes ces initiatives traitent en général de la collection d'échantillons, des processing, des standardisations, de l'impact des médicaments, des aspects environnementaux et nutritionnels. Et donc l'objectif, c'est vraiment de soutenir le développement de références communes s'agissant du métagénome. Donc, pour résumer, l'objectif de cet appel à projet, c'est d'avoir une cartographie de la recherche sur le microbiome et des différentes avancées dans les différents pays. Et donc ce projet devra aussi formuler des propositions de stratégies, des actions de recherche en fait pour combler les trous dans la raquette par rapport à la cartographie qui aura été faite. Et puis pour couvrir des champs émergents et pour faire en sorte de couvrir aussi les priorités politiques. Alors ce qui est important, c'est que cette proposition, elle doit couvrir tout le spectre du microbiome, de la collecte des données, en passant par les études, les aspects sociaux et éthiques. Et il sera important de mettre en place des indicateurs en fait, dans ce programme-là. Alors, je vous rappelle, ce qui est important, c'est de regarder à la fois ce qui se fait au niveau européen, mais aussi au niveau international. Alors, au niveau de l'impact attendu, bien sûr, il y a un impact important sur la standardisation, parce que l'objectif, c'est quand même, au final, d'harmoniser les méthodes. Ce qui est mis en avant par la Commission, c'est aussi d'avoir des accords sur les références du microbiome de l'individu sain au travers des différentes populations, parce que pour l'instant, on n'a pas de référence bien claire. Et puis également de diminuer les overlaps et de faire en sorte d'optimiser les financements qui sont dédiés au microbiome, à la fois en Europe et à l'international. Voilà. Donc là, ça reprend vraiment ce qui a été dit. Et donc maintenant, je vais passer. Donc là, on a fini. Donc là, on vous a présenté les 3 actions de support et de coordination. Et donc maintenant, on va. Et une action de recherche pour la priorité 1. Et maintenant, on va passer à la priorité 5. Et donc, je passe la parole à Sophie. Donc dans la priorité 5, là, il n'y aura qu'un seul appel qu'on va vous présenter, parce qu'il n'y a qu'un seul appel en une étape. Donc vraiment, cette priorité, elle est nouvelle dans le programme depuis 2018. On n'avait pas trop d'appels dédiés vraiment spécifiquement à l'environnement et l'impact de l'environnement sur la santé avant. Donc vraiment, l'objectif, c'est améliorer l'évaluation du risque de l'environnement sur la santé. Et donc, il y a déjà eu des appels, par exemple, notamment comment mieux identifier et évaluer l'impact des perturbateurs endocriniens. Ça, c'était en 2018, par exemple. Et donc, l'ensemble de ces appels s'inscrivent dans un contexte politique bien chargé, avec notamment l'accord de Paris, tous les objectifs aussi de développement durable de l'OMS et les plans d'action pour l'environnement qui sont déployés depuis quelques années. Donc ici, l'appel 2020, il s'intéresse donc aux micro et aux nanoplastiques dans l'environnement, donc comprendre l'exposition et l'impact sur la santé humaine. Donc le constat, c'est que ces plastiques, ils se retrouvent de plus en plus, en fait, ils sont introduits dans la chaîne alimentaire, notamment via le milieu marin. Et surtout, ces plastiques, ils sont donc de taille micro et nano, donc comme l'indique le titre. Et donc, on a peu d'informations sur leur impact et leur dissémination
chez l'homme, même si des études préliminaires montrent qu'il y aurait des effets, notamment à travers l'alimentation et l'eau, et aussi l'inhalation à travers l'air. Donc l'idée, c'est vraiment de mener des études pour comprendre l'impact de ces micro et nanoplastiques. Donc le scope de l'action, il est à la fois très précis et très large, puisque l'idée, c'est donc de développer des approches innovantes qui vont permettre en fait aux politiques de mettre en œuvre de prendre des mesures en fait basées sur des données scientifiques qui sont manquantes en fait pour l'instant. Donc dans l'appel, il est listé donc 12 priorités de recherche à considérer, que ce soit sur les sources de l'environnement et la transmission à l'homme, des méthodes pour identifier et quantifier ces micro- et nanoplastiques, des méthodes pour évaluer les niveaux d'exposition. Il y a également des choses très précises sur la colonisation microbienne et donc comment ces micro- et nanoplastiques pourraient être des vecteurs de pathogènes potentiels, etc. Donc la toxico, l'accumulation dans les cellules, voilà, c'est très large. Et ce qu'il faut retenir, c'est que donc, ces 12 priorités de recherche, c'est vraiment à titre d'exemple. Donc déjà, vous ne pouvez pas couvrir les 12 priorités de recherche dans un seul projet, parce que c'est vraiment des domaines très différents quand même. Et puis en termes de budget, ça va être limité. Et ce n'est pas limité à ces 12 priorités de recherche. Vous pouvez proposer d'autres méthodes pertinentes. L'objectif final doit rester la mise au point de méthodes et la production de données scientifiques qui vont permettre de supporter une politique pertinente derrière pour l'encadrement de ces micro et nanoplastiques. Donc ce que j'ai pas dit, ce sont des projets de 4 à 6 millions, donc projets de taille moyenne. Donc avec un budget total de 25 millions, il y aura entre 4 et 6 projets financés dans cet appel. Donc l'impact, je le redis, mais bon, mieux comprendre l'impact de ces plastiques sur la santé humaine, mieux comprendre l'exposition aussi. Et donc, mettre au point des méthodologies d'évaluation du risque pour un meilleur encadrement. Et donc, j'insiste sur la politique, puisque cet appel il s'inscrit vraiment dans la stratégie européenne pour une économie circulaire en matière plastique. Je vous ai mis le lien dans la slide d'après. Oui, pardon, je me suis mélangée. Donc, ça s'inscrit oui, dans cette politique. Et donc, l'idée, en fait, c'est de développer donc, des méthodes. Et pour ça, il va falloir prévoir l'implication du JRC, donc le Joint Research Center de la Commission européenne, dans votre proposition. Donc, le JRC, c'est un bras, entre guillemets, de la Commission européenne. Et il s'occupe notamment de tout ce qui est méthode réglementaire en termes d'évaluation, de toxicologie, de tests pour détecter des produits, etc. Et donc, ils fournissent des données scientifiques qui permettent aux politiques de prendre des décisions. Donc, ils souhaitent que ce GRC soit impliqué dans le projet, mais pas au stade du montage de projet. C'est-à-dire que ce centre rejoindra et collaborera automatiquement avec toutes les propositions sélectionnées. Et ça se fera au stade de contractualisation si votre projet est invité pour financement. Là, vous serez mis en contact directement par la commission avec les personnes pertinentes du JRC. Mais c'est important de le prévoir au niveau du montage pour les activités potentielles que vous pouvez développer avec ce centre et pour prévoir le budget également. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose importante, c'est que dans le cadre de cette stratégie européenne pour une économie circulaire, pour le plastique, il y a un ensemble de calls qui est prévu dans d'autres
programmes. Donc, je vous les ai listés ici. Ils sont également notés dans le programme de travail. Donc, il y en a 4 dans le défi 2, bioéconomie. Il y en a 5 dans le défi environnement. Il y en a un aussi dans le programme NMDP. Donc, ce qui est prévu, c'est de collaborer avec l'ensemble de ces projets qui seront financés, donc sous forme de groupe de travail. Alors, pour l'instant, c'est flou puisqu'on ne sait pas quels sont les projets qui seront financés, mais là aussi, il faut prévoir du budget dans le projet pour financer des actions communes de coopération. Donc, pensez-y parce que dans tous les cas, vous serez obligé de le faire si votre projet est accepté, et si vous n'avez pas prévu le budget, ça va coincer. C'est déjà arrivé l'année dernière, donc maintenant c'est listé de manière claire dans l'appel, mais je préfère le redire. Donc, comme je disais, le contexte politique, il est assez riche. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de tout connaître par cœur, mais quand même, au moins aller voir. Donc, ici, il y a tous les liens vers les documents importants. Au moins aller voir ce papier sur l'économie circulaire. Et ensuite, il y a eu des rapports qui ont été faits plus précisément sur les microplastiques, notamment un rapport qui a été fait là en janvier 2019, qui a été envoyé à la commission. Donc, c'est toujours intéressant après de replacer votre projet dans ce contexte-là. Je vais peut-être prendre la question de Muriel donc sur la présence des PME. Alors, c'est pas dit de manière explicite dans l'appel, mais c'est jamais mauvais d'avoir une PME. En fait, c'est comme tout autre partenaire, il faut juste que leur présence soit pertinente et qu'ils apportent voilà, une expertise scientifique nécessaire au projet. Mais il n'y a pas de demande particulière. Et la nécessité d'avoir des cliniciens épidémiologistes dans le consortium. Je suis pas sûre de comprendre la question. Tout dépend de votre projet. En fait, je peux pas dire si dans votre projet il est pertinent scientifiquement qu'il en est, il en faut. Tout dépend de ce que vous développez. Je peux pas trop répondre. On peut peut-être en parler plus tard. Ensuite, donc en termes d'exemples de projets déjà financés, il n'y avait pas de choses spécifiques sur le lié au plastique dans le programme de travail santé, c'est la première fois. Mais là, je vous ai trouvé deux appels qui avaient été financés dans le cadre du programme NMDP. Donc vous pouvez aller voir ce qui a été fait, et il est quand même également intéressant de rappeler l'existence du consortium HBM4U, donc le Human Biomonitoring, donc qui coordonne justement ce biomonitoring en Europe pour les substances chimiques, et il y a également des substances plastiques qui sont incluses dans leur biomonitoring. Donc aussi aller voir ce qui est déjà fait dans ce consortium. Une question, ouais. Alors, dernière question, est-ce qu'un budget doit être dédié pour le JRC? Il faut que je vérifie ça. Je ne pense pas que ce n'est pas un budget pour le JRC, mais c'est si vous devez participer à des actions conjointes avec le JRC, du temps de personnel ou en fonction des actions qui vont être faites. Mais c'est pas... Et eux, ils ne vont pas recevoir d'argent en tant que partenaire, si c'est ça la question. Voilà pour la présentation des appels. Si vous avez d'autres questions sur les appels, vous pouvez les poser là dans le chat, on pourra les prendre à la fin. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, Virginie va refaire un petit point sur la recherche de partenaires.